À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. Brigitte Bébé Bardot, superstar, icône, légende du cinéma français, visage de la France à l'international pendant des décennies, sa carrière a fait rêver des millions de jeunes femmes à travers le monde. La meilleure réplique hollandaise de Bébé. Pourtant, en 1973, encore au sommet de sa gloire, elle quitte subitement l'industrie cinématographique pour ne plus jamais y remettre les pieds. On va donc aujourd'hui essayer de comprendre quelles étaient les vraies raisons derrière ce départ et explorer le triste envers du décor du cinéma français qui a poussé plus d'une actrice dans l'alcoolisme, la dépression, voire même le suicide. Donc voilà, je vous préviens, ça va pas être ma vidéo la plus joyeuse, mais c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire et surtout à savoir. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures et en ce début d'année 2026, on se penche sur l'histoire de Brigitte Bardot et des femmes brisées de l'industrie du cinéma français. Bon, avant de commencer, petit disclaimer, comme vous le savez peut-être, je mets assez longtemps à sortir mes vidéos, ce qui fait que j'avais commencé à travailler sur celle-là en novembre. Du coup, c'était pas censé être une vidéo posthume, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va pas parler de la totalité de la vie de Bardot avec ses polémiques, etc. Mais on va vraiment se concentrer sur l'ensemble de sa carrière et de celle de quelques autres grandes icônes du cinéma français, dont les parcours ont révélé les dangers potentiellement mortels de cette industrie pour les femmes. Mais reprenons depuis le début. La petite Brigitte naît le 28 septembre 1934 à Paris. Elle n'est à la base pas du tout destinée à faire du cinéma, puisqu'elle vient d'une famille très bourgeoise. Pour ses parents, le métier d'acteur est donc une profession de saltimbanque qui n'est pas du tout digne de leur statut, et la seule activité qu'elle pratique pendant son enfance, c'est la danse classique. Et au final, contre toute attente, c'est cette passion qui va progressivement l'introduire dans le milieu du 7e art. Un beau jour, sa mère lance un petit business de chapeau, histoire de tuer son temps libre de bourgeoise, là, et elle demande alors à sa petite ballerine de participer à une campagne de photos où elle danse avec ses ouvrage pour faire de la pub. Elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Le photographe engagé pour l'occasion est visiblement impressionné par le photogénisme de la jeune fille et lui offre l'opportunité de faire d'autres shootings pour un magazine pour enfants. Elle n'a alors que 13 ans et sa famille est absolument contre l'idée qu'elle aille faire carrière dans le mannequinat, mais sa mère lui accorde quand même quelques essais à condition de pouvoir systématiquement l'accompagner. Elle pense alors faire plaisir à sa fille pour ce qui ne sera selon elle qu'une courte aventure, sauf que les choses vont très vite partir en sucette. Malgré son très jeune âge, le charme de la petite Bardot opère déjà et elle enchaîne les couvertures de magazines, finissant même par se faire repérer par l'hebdomadaire Elle, dont elle finit par devenir l'une des égéries. La mère se retrouve alors un peu dépassée par les événements, et elle n'est pas au bout de ses peines, car quelques temps plus tard, un réalisateur très connu à l'époque, Marc Allégret, la repère sur une couverture et lui propose une audition pour son prochain film. Et attention, répétition. Et en plus, elle est prise pour le rôle. Mais pour des raisons financières et au grand soulagement de ses parents, le film ne se fera finalement pas. J'ai bien grondé. Brigitte est alors un peu déçue de passer à côté de cette expérience, mais bon, en réalité, elle n'avait pas vraiment ressenti d'attrait particulier pour le monde du cinéma. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là. Sauf que pendant le casting, elle a quand même ressenti un attrait particulier pour quelque chose, ou plutôt devrais-je dire quelqu'un, puisqu'il s'agit de Roger Vadim, l'assistant de Marc Allégret. Le jeune homme de 21 ans tombe aussi sous le charme de l'adolescente, et ils entament une relation, bien qu'elle vienne tout juste d'atteindre ses 15 ans. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Le cinéaste en herbe va alors progressivement la présenter à tout le gratin de la production française, persuadé qu'elle a le potentiel de devenir plus tard une grande actrice, et quand les deux jeunes gens finissent par se marier 3 ans plus tard, elle commencera quasi directement à tourner dans de nombreux films grâce au contact de son époux. On la verra apparaître dans des œuvres au casting assez impressionnant, comme la méga star de l'époque Jean Marais, ce King de Bourvil, ou encore la légende Kirk Douglas, mais quasiment toujours dans des tout petits rôles qui ne lui laissent pas beaucoup d'espace. Get out of here. Get out. À ce moment-là, la jeune femme n'a encore jamais étudié l'acting et n'a d'ailleurs pas particulièrement l'intention de le faire. Comme je le disais, c'est pas vraiment quelque chose qui la passionne, donc même si elle passe très bien à la caméra, ça limite un peu ses compétences. Pourtant, ça n'empêchera pas sa carrière de s'envoler en 1955. Cette année-là, Roger Vadim, qui a lentement monté les échelons de l'industrie cinématographique, réussit à faire financer 2 de ses scénarios, bien qu'il ne s'occupe pas encore de la réalisation. Les deux films partageront cependant un énorme point commun, leur personnage principal, qui dans les deux cas a été écrit pour une actrice en particulier. C'est moi. Le manque d'expérience de la jeune fille ne pose alors aucun problème, étant donné que les rôles sont littéralement basés sur sa personne. Une autre particularité de ces films, et c'est là qu'on va commencer à vraiment rentrer dans le cœur de notre sujet, c'est que Vadim semble vouloir faire absolument en sorte que sa femme soit le plus
mise en valeur possible. Et quand je dis mise en valeur, en l'occurrence, ça veut dire à poil. Ça peut paraître surprenant venant d'Amari, mais il faut avouer que ça va plutôt participer au succès des films. Et les choses monteront encore d'un cran supplémentaire l'année suivante, lorsque Roger Vadim passera à la réalisation et mettra en scène son tout premier long métrage, Et Dieu créa la femme. Il est cocu, le chef de gare. Dans ce film, le cinéaste va mettre au premier plan un aspect de sa femme que la plupart des époux préfèrent habituellement garder secret, ses infidélités. Au cours de ses tournages précédents, Bardot a eu pas mal de petites aventures dont elle ne s'est pas vraiment cachée, et au lieu d'avoir ce type de réaction, le cinéaste a plutôt choisi d'en faire le thème de son prochain film. Si ça, c'est pas un artiste. Ce long métrage nous raconte donc l'histoire de Juliette, une jeune fille taquine et frivole qui va séduire 3 hommes et semer la zizanie entre eux. Encore une fois, l'actrice et son personnage ne font qu'une, à tel point que Bardot va réellement finir par tromper Vadim sur le tournage avec son partenaire de jeu Jean-Louis Trintignant, ce qui sèmera un peu la zizanie. Cela dit, cette synergie permettra aussi à Bardot de nous offrir une performance enflammée qui crèvera l'écran, avec notamment une scène de danse devenue mythique, directement inspirée des soirées de l'actrice à Cannes. Et sans le vouloir, Bardot et Vadim vont alors entraîner un véritable bouleversement cinématographique à l'échelle mondiale. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la censure est encore très présente dans de nombreux pays, y compris en France. L'État français a même installé un genre de comité qui veille aux bonnes mœurs. Par exemple, cette affiche qui, vue de notre époque, n'a absolument rien de choquant, elle s'était vue repeinte de force pour rhabiller Mylène de Mongeau. Les salauds. Le film de Vadim passera alors très près d'être interdit en France, mais le réalisateur avait savamment réfléchi ses plans pour passer pile entre les mailles, ce qui permettra au film de finalement trouver le chemin des salles de cinéma et de quasiment atteindre les 4 millions d'entrées. Ah, les petits coquins en 1956. Mais ce qui élèvera vraiment ce film au rang d'œuvre majeure dans l'histoire du cinéma, c'est l'impact qu'il va avoir aux États-Unis. À ce moment-là, les Américains étaient soumis à un système de censure encore plus répressif que le nôtre, particulièrement sévère concernant la représentation des femmes. On cite souvent l'exemple de Betty Boop qui s'est radicalement transformée quand elle a été mise en place. Avant l'instauration du code, il s'agissait d'une femme libre et un peu frivole, et juste après qu'il soit entré en vigueur, elle s'est immédiatement transformée en femme au foyer, sous peine d'être censurée. Le code avait cependant une particularité très spéciale, c'est qu'il n'était pas imposé par l'État, mais par les producteurs hollywoodiens eux-mêmes qui s'auto-censuraient pour éviter tout problème avec l'église. Du coup, quand le film de Vadim débarque dans les salles américaines avec sa Brigitte on fire, il ne fait légalement face à absolument aucune restriction. Et le public américain, habituellement privé de ce genre de production, se ruera alors dans les salles et tombera éperdument amoureux de son actrice principale. Ça aurait été maintenant, il nous aurait envahis pour la voir. L'impact sera tellement énorme que le code ACE sera largement assoupli dès 1956 et qu'il finira par tomber en quasi-désuétude avant la fin de la décennie. La petite française, jusque-là inconnue, deviendra alors en quelques semaines une star et un sex symbole de premier rang partout dans le monde. Une brillante carrière semble s'ouvrir à elle, elle ne mettra cependant pas beaucoup de temps à se rendre compte qu'elle vient en réalité de mettre les pieds dans un engrenage infernal qui va lui coûter très cher. Suite au succès de son film, Bardot se voit inondé de propositions pour des œuvres avec des méga stars de l'époque comme Stephen Boyd ou encore Jean Gabin. Elle a beau toujours ne pas être une méga passionnée du grand écran, la reconnaissance qu'elle reçoit et le salaire qui va avec lui offrent une situation dont elle pourrait difficilement se plaindre. Et pourtant, la carrière qui se dessine devant elle va doucement commencer à l'inquiéter. Comme bien souvent chez les acteurs, le rôle à travers lequel elle s'est fait connaître va avoir pour effet de la catégoriser. Ses futurs employeurs vont donc systématiquement lui proposer des rôles de jeunes filles naïves, tout ça. Sauf que dans son cas, en cherchant à reproduire le succès de Vadim, les metteurs en scène vont aussi toujours plus chercher à la sexualiser, au point qu'il semble impossible de trouver un seul film de Bardot où son personnage n'a pas de relation avec au moins 2 ou 3 hommes et ne prend pas au grand minimum de douche. Cette érotisation systématique lui vaudra de se faire attribuer une réputation de grande séductrice, pour rester poli. Cette image sera en plus alimentée par les médias, ce qui l'emmènera à alors se faire fréquemment insulter dans la rue, et même pointer du doigt par l'institution catholique suprême, le Vatican. Pour elle qui vient d'une famille très chrétienne, je vous laisse imaginer l'embarras. Je vais casser quelque chose. Et les choses iront même encore plus loin, puisqu'elle sera carrément victime d'un genre d'attentat à coups de fourchette de la part d'une personne conservatrice. Elle se retrouve alors lentement dépassée par la situation, mais pendant quelques années, elle aura l'impression de ne rien pouvoir y faire.
C'est finalement en 1959, en travaillant sur le film Babette s'en va en guerre, qu'elle finira par avoir un déclic et décidera de reprendre les choses en main. Pour ce long métrage, Bardot devait interpréter une jeune fille un peu naïve qui va se retrouver, suite à un concours de circonstances, au cœur de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le scénario se veut assez léger, elle a comme partenaire l'acteur Jacques Charrier qu'elle finira par épouser, donc sur le papier, le projet lui plaît énormément. Seulement voilà, après qu'elle ait accepté le rôle, le réalisateur réécrit complètement la trame pour y ajouter des scènes où la Babette en question se met à coucher à droite à gauche pour aider la cause de la résistance, transformant complètement le personnage ainsi que l'intrigue. Pour Bardot, c'est la goutte de trop, elle réalise alors qu'elle va devoir radicalement changer son image, sans quoi sa carrière pourrait très rapidement s'essouffler, voire complètement s'éteindre en quelques années. Ça peut avoir l'air un peu excessif dit comme ça, et pourtant, depuis, on a pu observer le parcours d'une actrice au profil extrêmement similaire, qui n'a pas su prendre les bonnes décisions, et pour qui les choses se sont très mal terminées. Une actrice qui a aussi vu sa cote exploser suite à un succès encore plus grand que celui de Dieu créa la femme, qui a aussi tourné avec les plus grandes stars de son époque, et qui pourtant a fini sa vie ruinée dans la solitude, l'alcoolisme et l'anonymat. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, je parle de Sylvia Kristel, plus connue sous le nom d'Emmanuelle. La vie de cette actrice qui a longtemps été considérée comme le deuxième plus gros sex symbole français après Bardot, est l'incarnation parfaite de ce qu'aurait pu être une version tragique de la carrière de Bébé. Elle aussi n'était pas du tout destinée à faire du cinéma et s'est faite introduire dans cette industrie par l'un de ses amants. D'ailleurs, cet amant en question n'est autre que Jacques Charrier, ça s'invente pas. Et comme Bébé, après un passage par le mannequinat et quelques petits rôles, elle fait une ascension fulgurante dans le monde du cinéma après avoir joué dans un film ultra provoquant pour son époque qui fera d'elle un sex symbole mondial du jour au lendemain. On est d'accord que les deux parcours sont quand même très semblables. Un détail qui va être important plus tard, c'est que Sylvia avait longuement hésité à se lancer dans cette aventure, notamment parce qu'elle était en réalité assez pudique. Mais au final, elle s'était dit qu'elle tenait sans doute là une occasion unique de se retrouver en tête d'affiche, d'autant que le film avait quand même un casting assez solide et même un des scénaristes de François Truffaut à l'écriture. Il s'agissait donc d'un vrai projet artistique avec de l'ambition et pas d'un simple nanar érotique. Bon, ça c'était sur le papier, hein. Le résultat, c'est notre histoire. Elle aura donc recours à une grande quantité de champagne pour tourner les scènes qui la mettaient mal à l'aise, et quelques mois plus tard, le film sort en salle. Il échappe d'ailleurs lui aussi de très peu à la censure, mais suite à un changement inattendu de gouvernement, il devient le premier film réellement érotique à pouvoir sortir en salle. Le 26 juin 1974, 18 ans après Dieu créa la femme, ce long métrage représente à son tour une nouvelle révolution sexuelle, post-mai 68 et bien plus assumée, ce qui lui vaudra d'atteindre le score invraisemblable de 50 millions d'entrées dans le monde, transformant Sylvia Kristel en superstar internationale. Et d'ailleurs, l'actrice va très vite se heurter exactement au même problème que Brigitte Bardot. Après Emmanuelle, elle a beau tourner avec les plus grands acteurs de l'époque comme Philippe Noiret, Michel Piccoli ou encore Gérard Depardieu, et avec les meilleurs réalisateurs comme Jean-Pierre Mocky, Claude Chabrol ou encore même Roger Vadim, avec qui elle aura aussi une liaison, décidément, sacré bonhomme, et ben rien n'y fait, elle est toujours cantonnée à des rôles où elle doit se balader à Walp et coucher avec la terre entière. Ceux qui vous connaissent pas habillés ne vous ont peut-être pas reconnu tout de suite. C'est d'autant plus compliqué dans son cas qu'on est alors dans les années 70 et que ces scènes sont bien plus explicites que celles de Bardot, sachant qu'elle est toujours aussi mal à l'aise avec ça. Elle se retrouvera alors à boire de plus en plus de champagne sur les tournages pour vaincre sa timidité, la plongeant lentement mais sûrement dans une certaine forme d'alcoolisme. Et pour la troisième suite d'Emmanuelle, elle finira même par demander contractuellement d'avoir une bouteille de champagne par jour. En 1978, une fois ce dernier volet de la trilogie terminé, elle décide alors de se ressaisir et de changer de cap. Il s'agit d'une femme très intelligente, elle aurait eu un QI de pas moins de 165, ce qui lui a permis de sauter 4 classes d'école et de parler 5 langues, et en plus de ça c'est une très bonne actrice, donc voilà, elle estime qu'elle est capable de faire bien plus que de simplement montrer ses fesses. Sauf que malheureusement pour elle, les choses ne vont pas du tout se passer comme elle l'aurait voulu. Après Goodbye Emmanuelle, elle se met donc à refuser tout rôle olé olé, cherchant à prouver qu'elle est capable de réussir dans le mainstream. Et ça va plutôt pas trop mal commencer, car elle tourne d'abord dans un petit film hollandais sur la Seconde Guerre mondiale, qui finit par être en lice pour les Oscars. Elle va ensuite enchaîner sur 3 films à très gros budget, d'abord une adaptation des 3 Mousquetaires, puis 2 grosses licences hollywoodiennes, Max la Menace et le 4e film de la saga Concorde, où elle joue aux côtés d'Alain, la mégastar Delon. Maintenant je sais ce que je dis. Et c'est toujours je t'aime.
Malheureusement pour elle, les 3 films recevront un accueil catastrophique, autant au niveau des critiques que du box-office, faisant tous les 3 partie des plus gros échecs de leurs licences respectives. On ne peut bien sûr pas lui imputer les contre-performances de ses œuvres, d'autant qu'elle y joue toujours des rôles secondaires, mais automatiquement, sa cote en tant qu'actrice s'effondre. Pour ne rien arranger, son petit ami de l'époque, Ian McShane, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans John Wick, va à ce moment-là l'initier à la cocaïne, et dans cette période compliquée, elle finira par en devenir accro. Au fond du gouffre, c'est là que le réalisateur d'Emmanuel, Just Jackin, reviendra vers elle pour lui proposer de tourner dans un nouveau film semi-érotique qu'elle n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter, L'amant de Lady de Chatterley. Ironie du sort, cette fois-ci le film va très bien marcher, faisant même plus d'entrées en France que le méga blockbuster avec Alain Delon, et à partir de là, les producteurs qui ont clairement compris le message ne se tourneront plus vers elle que pour le type de rôle qu'elle voulait absolument fuir. Elle se retrouvera alors à enchaîner les films à la là comme Le Collège s'envoie en l'air ou Leçon très particulière, film qui met quand même en scène une romance érotique entre une femme et un enfant, puis surtout elle reprendra son fucking rôle d'Emmanuel pour un 4e volet, puis dans toute une série de téléfilms actant le fait que ce personnage ne la quitterait jamais. Pour finir, après un dernier succès érotique avec Mata Hari en 1985, elle n'enchaînera plus que des échecs commerciaux, notamment tout un tas de maxi-navets réalisés par Philippe Blau, cinéaste dont elle est tombée amoureuse et qui, malgré sa tête sympa, va très lourdement l'escroquer financièrement, au point qu'elle finira par se retrouver ruinée et criblée de dettes. Pendant les décennies qui suivront, elle n'arrivera malheureusement plus jamais à remonter la pente et mourra d'un cancer en 2012, seule et fauchée. Je vous avais prévenu que c'était pas joyeux. En tout cas, ça reste un personnage fascinant, et s'il y a des grands lecteurs parmi vous, je vous conseille vivement son autobiographie sortie en 2005, qui est hyper touchante. J'en ai eu des petits... Bref, comme on évoquait Mata Hari tout à l'heure, il se trouve que cette espionne courtisane sulfureuse de légende est plus ou moins le modèle dont s'inspire le réalisateur de Babette s'en va en guerre pour sa réécriture. Ce qui, encore une fois, ne convient absolument pas à notre blondinette préférée. Elle décide alors de vraiment partir en guerre, mais contre le réal, et heureusement pour elle, elle va disposer d'un atout majeur que Sylvia Kristel n'avait pas, Raoul Lévy. C'est le producteur de Et Dieu créa la femme, film qui a fait décoller sa société. Il s'est alors sincèrement lié d'amitié avec Bardot et va impliquer l'actrice dans tous les projets qu'il produira par la suite. Il comprend alors qu'elle est à la croisée d'un chemin et décide de prendre les choses en main pour sa comédienne. Il impose alors une 3e réécriture, cette fois-ci en faisant appel au scénariste en herbe Gérard Houry. L'homme se montrera extrêmement talentueux et participera ainsi à la toute première comédie sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui donnera d'ailleurs l'idée d'en faire une 2e, et vous connaissez la suite. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Comme quoi, on peut dire merci à Bardot sur ce coup-là. Pour ce qui est de Babette, le film est un très beau succès qui va permettre de faire découvrir au public une Brigitte un peu plus bonne enfant. Raoul Lévy est alors persuadé qu'il tient là une actrice qui pourrait figurer parmi les plus grands noms de l'histoire de notre cinéma. Et pour essayer de lui faire atteindre ce statut, il va utiliser une méthode différente de celle de Sylvia Kristel. Plutôt que de chercher à la faire jouer dans des très grosses productions, mais qui ne la mettrait pas forcément en valeur, il va au contraire chercher un réalisateur capable de vraiment faire briller l'actrice à l'écran, de lui écrire un rôle susceptible d'obtenir des récompenses prestigieuses, et pour ça, il pense savoir qui est l'homme dont il a besoin, un metteur en scène connu pour être extrêmement exigeant et sans concession, qui va chercher les émotions au plus profond de ses comédiens, et qui ne se contentera donc pas d'une performance en demi-teinte, celui qu'on surnommait à l'époque le Hitchcock français, Henri-Georges Clouzot. Le cinéaste est emballé à l'idée de cette collaboration et écrit un scénario sur mesure pour Bardot qu'il nomme La Vérité. L'actrice est alors ravie de cette nouvelle aventure vers laquelle elle se dirige. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'apprête à traverser un véritable enfer qui l'emmènera aux portes de la mort. Le tournage de La Vérité débute le 2 mai 1960 dans la joie et la bonne humeur. Bardot y interprète Dominique Marceau, une femme accusée d'avoir tué son amant, qui au cours de son procès va conter la tragique histoire d'amour ayant mené à la mort de cet homme. Comme prévu, Clouzot a savamment écrit son script dans le but de mettre en valeur la comédienne. Et cette fois-ci, ça ne veut pas seulement dire de la foutre à poil. D'un côté, on y retrouve quand même l'éternelle jeune fille frivole et passionnée dont Bardot a l'habitude, mais d'un autre côté, les scènes de procès vont la faire rentrer dans un jeu beaucoup plus sombre et dramatique que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Son personnage finissant quand même par se suicider à la fin du film. Le réalisateur va aussi chercher à déglamouriser l'actrice au maximum, fini l'ancienne mannequin qui veille scrupuleusement à son image. Pour l'anecdote, elle aurait même refusé de tirer la langue dans La Femme et le Pantin car elle trouvait ça trop inélégant. Là, les choses sont posées dès le début, elle devra accepter d'être coiffée et maquillée de façon à l'enlaidir le plus possible, la sortant complètement de sa zone de confort.
L'histoire semble aussi avoir été machiavéliquement pensée pour chambouler psychologiquement son interprète. Le procès humiliant que va subir Dominique Marceau sur ses mœurs fait bien entendu écho au procès populaire de Bébé, jugé par l'église, les médias, les gens de la rue, ses chats et sa propre famille pour ses films autant que pour ses aventures dans la vie privée. Le réalisateur compte donc sur ce parallèle douloureux pour tirer le meilleur de la comédienne, et de son côté, Bardot joue le jeu au maximum et tente de son mieux d'embrasser ce nouveau répertoire. Sur le papier, tous les éléments sont donc réunis pour que tout se passe à la perfection, pourtant, très rapidement, les choses vont commencer à dégénérer. Malgré les efforts de l'actrice, les performances qu'elle fournit sont encore bien loin du niveau d'exigence du metteur en scène, lui qui est habitué à travailler avec d'énormes pointures du cinéma telles que Bourvil, Yves Montand ou encore Simone Signoret, des acteurs capables de changer 3 fois d'émotion en 4 secondes, il va très vite s'impatienter du manque d'expérience de sa comédienne principale. Il commencera alors progressivement à la diriger de plus en plus durement, puis carrément à la prendre à part et à la malmener psychologiquement avant les prises pour la mettre en condition. Tu sais ce que j'ai mangé à midi? Des bonnes petites brochettes d'agneau. Ah là là. Blague à part, ces habitudes provoqueront un grand malaise au sein de l'équipe et les acteurs Jacques Perrin et Samy Frey menaceront même de quitter le tournage s'il ne changeait pas sa façon de faire. Pour autant, cela ne l'empêchera absolument pas de continuer à pousser le bouchon toujours plus loin. Pour une scène où Dominique Marceau est censé être dans un état semi-comateux, il ira jusqu'à véritablement droguer l'actrice à son insu avec un puissant somnifère qui la fera dormir pendant pas moins de 48 heures. Pour couronner le tout, lors d'une prise où elle n'arrivait pas à pleurer, il se permettra même de la gifler à plusieurs reprises et lui écraser le pied pour la faire fondre en larmes avant de lancer l'action. Alors, on pourrait se dire que le réalisateur avait peut-être inconsciemment reproduit ce qu'il avait vu dans quasiment tous les autres films de Bardot, mais malheureusement, il n'en était pas à son coup d'essai, en témoignent de nombreux rushs assez glaçants où on le voit tabasser et terroriser ses actrices dans le plus grand des calmes. Et puis surtout, pour être honnête, il était loin d'être le seul à utiliser ce genre de pratique à cette époque. À peu près au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, son homologue Alfred Hitchcock fera subir une expérience assez semblable à son actrice Tippi Hedren sur le tournage des Oiseaux. Malgré les protestations de l'actrice, il avait fait remplacer les oiseaux mécaniques qui étaient prévus par de vrais oiseaux pour la scène où elle se faisait attaquer, scène qui sera tournée en boucle pendant pas moins de 5 jours et qui se conclura par une hospitalisation de la comédienne. On peut aussi citer le cas de Stanley Kubrick, bien connu pour avoir poussé Shelley Duvall au bord de la folie sur le tournage de Shining, en la maintenant dans un état d'hystérie quasi permanent, au point que l'actrice finira par perdre connaissance sur le plateau. Mais l'affaire la plus sordide dans le domaine, c'est sur notre territoire qu'elle a eu lieu. Je parle bien sûr de l'histoire de Maria Schneider. C'est la deuxième histoire que je vais vous raconter, et elle dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les dangers potentiels d'être une jeune actrice débutante dans le milieu du cinéma, et sur les emprises et les manipulations qui peuvent exister sur les plateaux de tournage. En plus de ça, il s'agit encore une fois d'une actrice qui a un destin fortement lié à celui de notre Brigitte préférée. On pourrait même dire qu'elle lui doit sa carrière, puisqu'elle tourne pour la toute première fois de sa vie en tant que figurante sur un film où Bébé tenait le rôle principal. La star se prendra alors d'affection pour la jeune femme et lui permettra par la suite de tourner avec son ami Roger Vadim. Encore lui! Alors pour une fois, il va pas sortir avec, mais vous commencez à connaître le bonhomme, il va l'initier tranquillement à l'art d'être à l'aise avec son corps face à une caméra, et c'est forte de cette expérience qu'elle obtiendra le rôle principal du film Le Dernier Tango à Paris, rôle dont elle sait qu'il implique beaucoup de nudité. On nous y raconte l'histoire de Jeanne, une jeune fille à peine majeure qui fait la rencontre d'un homme d'une 50aine d'années avec qui elle va avoir une romance assez sombre, pleine d'emprise et de manipulation. Le rôle de l'homme est attribué à Marlon Brando, légende absolue du cinéma, qui sort tout juste du tournage du film Le Parrain. Inévitablement, l'énorme écart d'âge et de notoriété va installer un rapport de domination entre les acteurs qui sera semblable à celui entre les personnages. Brando commencera alors progressivement à prendre de plus en plus de liberté vis-à-vis de sa partenaire de jeu, et il y sera encouragé par le metteur en scène Bertolucci, qui cherche à capturer un maximum de réalisme. Sauf qu'évidemment, étant donné la forte charge sexuelle du film, cela finit inévitablement par mettre Maria un peu mal à l'aise, d'autant que le réalisateur se plaît à rajouter toujours plus de scènes houleuses. Du côté de Brando, sa stature lui permet de tout simplement refuser d'avoir à se déshabiller plus que prévu, ce qui n'est pas le cas de Maria, qui se retrouve donc quasiment toujours la seule à être nue sur le plateau. Et c'est dans cette logique de vouloir toujours plus brouiller les frontières entre la fiction et la réalité que le réalisateur finira par imaginer une scène qui changera à tout jamais la vie de la jeune comédienne. Alors qu'elle doit tourner une séquence où Brando la taquine gentiment, Bertolucci lui annonce qu'il a fait quelques changements. Cependant, il préfère ne pas les lui communiquer pour laisser place à l'improvisation. Sur le plateau, elle découvre donc avec effroi qu'au moment où la scène aurait dû se terminer, l'acteur la plaque au sol, lui enlève son pantalon et lui insère le beurre qui lui servait d'accessoire dans les fesses
avant de simuler l'acte qui s'ensuit. L'actrice est littéralement sous le choc. La réaction qui apparaît à l'écran n'est plus celle de Jeanne le personnage, mais bien celle de Maria qui subit une véritable humiliation filmée. Dès la fin de la séquence, elle ira s'enfermer dans sa loge pour y pleurer jusqu'au lendemain. Si au final, cet épisode a largement participé à la popularité du film, le traumatisme psychologique sur Maria Schneider sera irréversible. Il le sera d'autant plus que par la suite, comme pour ses homologues, les rôles qui lui seront proposés impliqueront systématiquement des séquences torrides, qui vont donc raviver ses souvenirs, mais qu'elle doit bien accepter si elle veut avoir l'opportunité de tourner avec de grands acteurs comme Jack Nicholson. Elle arrivera cependant à un point de rupture en 1978 sur le tournage de La Dérobade. Dans l'histoire, son personnage fait un plan à trois avec Nils Astrup et Miu Miu, et les deux femmes finissent par se faire tabasser par le personnage de Nils. L'acteur, lui aussi sans doute submergé par une volonté de réalisme, décide alors de ne pas retenir ses coups et donnera une gifle si forte à Miu Miu qu'il lui perforera le tympan. Et quand viendra le tour de Maria, il lui fera subir un traitement similaire en lui renversant un lit dessus, ce qui se soldera par une fracture du coccyx de cette dernière. C'en est trop pour elle, et bien que sa performance lui vaudra une nomination au César, elle traversera par la suite une sévère dépression qui la plongera dans la drogue. Quelques mois plus tard, alors qu'elle est castée sur le péplum américain Caligula avec Malcolm McDowell, elle ne supportera pas les scènes érotiques toujours plus poussées et quittera brusquement le tournage, forçant la production à caster une autre actrice en catastrophe. Suite à cette mésaventure, elle n'acceptera plus aucun projet tendancieux, ce qui mènera lentement mais sûrement à la fin de sa carrière. Est-ce que vous aimez ce métier? C'est tout ce que je sais faire pour le moment. Oui. Je suis au chômage et si ça continue, je devrais changer. Elle ne retrouvera plus jamais le succès et décédera elle aussi d'un cancer en 2011, soit quasiment la même année que Sylvia Kristel. Bon, je sais qu'on n'est pas là pour se déprimer entre nous, donc on va introduire un peu de positif dans cette vidéo. Cette affaire a très largement participé à éveiller les consciences sur la réalité des plateaux de tournage, et plusieurs décennies plus tard, on commence enfin à prendre des mesures pour éviter que ce genre d'événements se reproduise. Et c'est comme ça que depuis quelques années, on voit se développer en France le métier de coordinatrice d'intimité, qui est un genre de coordinateur de cascade, mais pour d'autres types de scènes de galipette, quoi. Et qui a donc pour fonction de veiller à ce que tout le monde soit bien d'accord avec tout ce qui doit se passer sur le plateau. Est-ce que ça nuit au réalisme des scènes en question? Dans tous les cas, j'ai envie de dire, l'histoire prouve que le jeu n'en vaut de toute façon jamais la chandelle. Et on a un exemple parfait avec le cas de notre ami Bardot, où a priori, on pourrait tenter d'admettre que la méthode Clouseau s'était révélée particulièrement efficace. Je verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que vous êtes tous morts. Pour l'une des dernières séquences du film, l'actrice à bout de nerfs avait complètement lâché prise et avait livré une performance si exceptionnelle qu'elle avait médusé l'assistance avant de se faire applaudir par toute l'équipe jusqu'aux figurants. Pendant tout le reste de sa vie, Bardot a admis que La Vérité est la seule œuvre dont elle est véritablement fière et qu'à ce moment précis, elle a ressenti ce que c'était que d'être une véritable actrice pour la première fois. Le film rencontrera un énorme succès et la comédienne obtiendra plusieurs récompenses internationales, les seules de sa carrière. Du coup, est-ce que tout ça en valait finalement le coup? Eh bien malheureusement, le prix à payer sera beaucoup trop élevé. Malgré le succès du film, Bardot se retrouve dévastée psychologiquement après le tournage, et quelques mois plus tard, le jour de son 26e anniversaire, déprimée et à bout de force, elle embrassera une dernière fois le rôle de Dominique Marceau en se tranchant les veines. Bien heureusement, elle finira par être secourue in extremis, mais on peut quand même s'accorder sur le fait que ce genre de résultat disqualifie automatiquement ce type de méthode. Surtout que, comme on l'a vu, c'est un traitement qui est quand même particulièrement réservé aux femmes. Je suis à peu près sûr que si Clouseau avait tourné avec The Rock à l'époque, il l'aurait laissé jouer comme il voulait, sans trop hausser le ton. Toujours est-il qu'après plusieurs semaines à l'hôpital, suivies de très longues vacances forcées, Bardot sera finalement en état de remettre les pieds sur un plateau de tournage. Elle continuera dans sa lancée de vouloir faire des films ambitieux avec un jeune metteur en scène de la nouvelle vague en pleine ascension, Jean-Luc Godard et son film Le Mépris. Les prises de vue auront lieu en Italie, et bien que ce long métrage sera une nouvelle fois un véritable classique, bien que le réalisateur et toute l'équipe s'entendront magnifiquement bien avec elle, les événements qui auront lieu sur ce tournage participeront à ce qu'elle mette quelques années plus tard un terme définitif à sa carrière.
Le tournage du film se déroule dans une magnifique villa sur l'île de Capri. Un décor de rêve, une équipe au top, c'est quasiment les vacances en Italie, comme le disait une grande chanteuse. Sauf que depuis quelques années, un nouveau métier s'est développé dans ce même pays qui va transformer l'aventure en véritable cauchemar, le métier de paparazzi. Cette profession insupporte au plus haut point notre Brigitte nationale, bien qu'elle ait, à son insu, grandement participé à la populariser. Et oui, on l'a un peu oublié, mais c'est l'année de son ascension en 1956 que ce métier va commencer à vraiment exister en France. Inspiré par le carton médiatique du couronnement de la reine d'Angleterre, un magazine nommé France Dimanche décide de laisser tomber tous les sujets polémiques et de se consacrer uniquement à suivre la vie des stars. Et ça tombe bien parce que cette année-là, Dieu venait d'en créer une toute nouvelle qui devient quasiment le sujet principal de la rédaction. Faut dire aussi que ce genre de presse fonctionne principalement sur les potins, et qu'avec Bardot, ils étaient plus que servis. On parlait du fait tout à l'heure qu'elle avait trompé Roger Vadi, mais s'était mise en couple avec Jean-Louis Trintignant, mais on peut aussi rajouter qu'elle a par la suite trompé ce même Jean-Louis Trintignant avec le chanteur Gilbert Bécaud, avant de se mettre en couple avec le chanteur Sacha Distel, qu'elle va lui-même tromper avec l'acteur Jacques Charrier, qu'elle va lui-même tromper avec l'acteur Samy Frey, qu'elle va lui-même tromper avec le producteur Bob Zaguri, qu'elle va lui-même tromper avec le milliardaire Gunther Sarch, qu'elle va lui-même tromper avec le chanteur Serge Gainsbourg. Donc voilà, en plus, il y a quasiment que des stars dans le lot, donc autant vous dire que la rédaction avait pas le temps de s'ennuyer. Le succès sera tellement énorme qu'ils se feront très rapidement imiter par bien d'autres magazines, à tel point que Bardot se fera octroyer le titre de la femme la plus photographiée du monde. Alors bien sûr, elle n'est pas la seule à l'origine de ce phénomène, c'est une tendance qui se répand à l'échelle mondiale, et là où la profession va complètement partir en sucette, c'est justement en Italie, avec l'âge d'or de la Cinecittà à Rome. Au début des années 60, la ville se retrouve brusquement bondée de stars américaines, et n'en ayant pas l'habitude, les photographes italiens ne seront plus au donné de la tête et se mettront à devenir de plus en plus zinzins dans le but d'obtenir des photos exclusives. C'est d'ailleurs le sujet du film La Dolce Vita, avec ce personnage nommé Paparazzo, qui donnera le nom à cette profession. Captivant, n'est-ce pas? Toujours est-il que quand la femme la plus photographiée du monde arrive dans la ville avec le plus de paparazzi sur Terre, autant vous dire que les choses ne vont pas mettre bien longtemps à partir en Y. À peine sortie de l'aéroport, une armée de photographes se précipite sur elle, entraînant une foule avec eux, et l'actrice finira par se retrouver bloquée dans une voiture sans pouvoir en sortir pour prendre son bateau. Arrivée à Capri, elle espère y trouver un peu plus de calme, d'autant que la villa du décor est isolée au sommet d'une colline, mais c'est loin d'être suffisant pour décourager les photographes et les curieux. Les agences de tourisme se mettent à organiser des voyages en bateau pour pouvoir espérer l'apercevoir même de très très loin. Et du côté des paparazzi, ils n'hésitent pas à escalader des falaises abruptes risquant des chutes vertigineuses pour pouvoir espérer avoir une photo intime d'elle, d'autant que, comme à son habitude, elle apparaît en tenue d'Ève pendant une bonne partie du film. Le tournage devient alors très vite insupportable pour la comédienne, Godard en viendra même à stopper ses prises pour aller chasser les fouineurs. Lors des quelques prises de vue à Rome, c'est encore pire, elle se retrouve traquée au point que son petit ami Samy Frey en viendrait même aux mains avec un journaliste trop intrusif, ce qui vaudra à ce dernier de se retrouver à son tour en une des journaux. Et c'est là la partie la plus injuste, les éditeurs n'hésitent pas à déformer la réalité dans leurs articles, et donc n'importe quel cliché peut potentiellement devenir compromettant. Là par exemple, ils font passer une photo d'elle sur le tournage du Mépris pour une photo où elle s'exhibe en public. Ce sentiment que toute action peut être détournée et provoquer un scandale l'épuise psychologiquement et Bardot mènera alors un vrai combat contre ces méthodes qui encore une fois sont le plus souvent tournées vers des femmes. Espionner, c'est un mot qui est trop doux encore, je pense. Traquer alors? Oui, plutôt, oui. Malheureusement, son message mettra bien trop longtemps à être entendu, et quelques années plus tard, ces pratiques prendront une tournure si malsaine qu'elles participeront à la mort de l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma français, Romy Schneider. Ce sera la dernière histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, et pas des moindres, car cette femme a eu le malheur d'inaugurer quasiment à elle toute seule toutes les dérives que la presse commettra pendant des décennies par la suite. Alors déjà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Romy Schneider n'a rien à voir avec Maria Schneider dont on a parlé tout à l'heure. C'est une actrice d'origine allemande qui s'est fait connaître très jeune avec les films Sissi Impératrice. On peut d'ailleurs la considérer comme la toute première victime d'un syndrome qu'on pourrait aujourd'hui appeler le syndrome Disney Channel, c'est-à-dire le fait d'être connue très jeune en tant que petite fille parfaite qui amène par la suite la personne à être traquée et critiquée dès qu'elle fait quelque chose qui n'entre pas dans son rôle de poupée modèle. Rien que ça en a envoyé plus d'une en HP. Et quand, à 19 ans, elle entreprend un changement de direction vers des œuvres plus matures, ça lui vaudra carrément d'être lynchée et même bannie par les médias de son propre pays, qui l'accusent de déshonorer Sissi. Elle prend alors la décision de venir s'installer en France, mais malheureusement, elle n'est pas du tout au bout de ses peines. Sur place, elle aura le malheur de se mettre en couple avec Alain, l'assassin de Long,
et ils deviendront le premier couple de superstars, et donc en termes de paparazzi, quand on connaît l'acharnement dont ils sont capables sur une personne, je vous laisse imaginer ce que ça donne quand vous multipliez par 2. On a même un film qui raconte comment un journaliste qui était un ami très proche de Romy a quand même profité d'un moment de faiblesse de celle-ci suite à un divorce pour mettre en place un véritable traquenard permettant d'obtenir des photographies et des confessions exclusives pour son magazine. Et malgré tout ça, Romy sera resté solide et mener une brillante carrière. Pourtant, quelques années plus tard, en 1981, la presse lui fera vivre une expérience si amorale qu'elle finira par s'effondrer pour ne plus jamais se relever. Durant l'été 81, alors que le jeune fils de Romy est en vacances chez ses beaux-parents, il fait une mauvaise chute en escaladant un portail et se blesse très gravement. Quelques heures plus tard, l'adolescent décède à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Anéanti, les cris de désespoir de Romy résonnent dans tout le bâtiment, ce qui n'empêchera pourtant pas un paparazzi de commettre un acte inimaginable. Informé de l'accident, il se déguisera en personnel médical pour s'introduire dans l'établissement et prendra le cadavre de l'enfant en photo avant de l'afficher en couverture de magazine le lendemain. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort, où est la morale? Où est le tact? Et comme si ce n'était pas suffisant, pendant l'enterrement, l'actrice sera à nouveau harcelée par les caméras qui se rueront sur elle pour essayer de capturer un moment de tristesse jusque dans le cimetière. Cette folie médiatique ajoutée à la douleur de son deuil contribueront à faire sombrer l'actrice dans une très profonde dépression et quelques mois plus tard, elle sera retrouvée morte à son domicile suite à une consommation de barbiturique, laissant présumer à un suicide ou à une overdose. Cette affaire marquera durablement le public de l'époque, d'autant qu'elle intervient 2 ans après le suicide de Jean Seberg, autre figure marquante du cinéma français dont les tendances suicidaires auraient eu beaucoup à voir avec l'acharnement médiatique terrible dont elle était victime. Et encore une fois, à quelques décisions près, c'est un destin qui est passé très près de s'abattre sur celle qui n'a besoin de personne en Harley-Davidson. Au retour d'Italie, elle s'aperçoit que les journalistes français vont eux aussi de plus en plus loin, allant jusqu'à se déguiser en plombier ou en vieille femme pour obtenir des photos d'elle à son insu. Dans le film Vie privée, qui s'inspire clairement de son vécu, son personnage finit par trouver refuge dans la mort pour échapper au harcèlement constant des appareils photo. Cependant, heureusement pour l'actrice, ce calvaire qui aurait pu causer sa perte va finalement de manière assez inattendue devenir sa porte de sortie et même lui permettre de trouver enfin le chemin du bonheur. En 1962, alors que Bardot est en pleine promotion de son film Vie privée, un journaliste militant va radicalement changer sa vision négative de la profession. L'actrice avait déjà à ce moment-là la réputation d'être très proche des animaux, ce qui transparaissait jusque dans ses films. Demain, Sapin passera à la casserole. Le photographe Jean-Paul Stiger la contacte alors pour lui partager des photos d'abattoirs qu'il a fait lui-même et qui ont pour but de dénoncer le traitement infâme qu'on fait subir au bétail dans ces endroits. Bouleversée par ces photos, l'actrice décide alors de prendre les médias à leur propre piège. Elle qui fuit habituellement les interviews étant de nature très timide et introvertie, elle propose d'en accorder une en prime time sur la chaîne nationale, mais qui sera uniquement consacrée à la dénonciation des conditions de mise à mort dans les abattoirs bovins. Pas de « vous mettez quoi pour dormir ?» Non, full boucherie. Cette opération de communication se révélera ultra efficace et l'actrice parviendrait même à faire adopter par le ministre de l'Intérieur une loi imposant un pistolet d'abattage plus éthique. Et elle ne s'arrêtera pas là puisque quelques années plus tard, Jean-Paul Stiger reviendra une nouvelle fois vers elle, cette fois-ci pour l'emmener visiter un centre SPA insalubre à Gennevilliers, et encore une fois, elle sera bouleversée par l'expérience. Cette fois-ci, pour essayer d'aider à son échelle, elle se met à faire adopter les animaux de ce centre par l'équipe du film sur lequel elle travaille à ce moment-là à cœur joie, et mettra une nouvelle fois à contribution ses amis les paparazzi. C'est pendant ce tournage qu'elle finira par se rendre compte que l'investissement qu'elle fournit pour la cause animale lui paraît 100 fois plus utile que celui qu'elle met au service des films, qui en réalité ne l'intéresse plus du tout depuis un moment. Sa carrière se porte pourtant très bien, elle continue de tourner avec les plus grandes stars internationales comme James Stewart ou encore Sean Connery, mais après son passage chez Clouseau puis Godard, elle ne trouvera plus de projet qui l'intéresse vraiment et se mettra à tourner uniquement dans le but de payer ses factures de la madrague. Regardez, j'ai développé une machine à lire dans les pensées de Bardot pendant ses prises, voyons ça. All the hunting party and the army will come in. Sur la plage abandonnée. Il se passe quoi? Pour ne rien arranger, après la révolution sexuelle de 68, les productions françaises se veulent encore plus provocantes qu'elles ne l'étaient déjà, ce qu'elles supportent de moins en moins. La moindre scène de bagarre se transforme en véritable scène de cul. Roger Vadim ira même jusqu'à pousser son ex-femme à faire une scène lesbienne avec Jane Birkins, actrice avec qui il sait très bien qu'elle avait des griefs notoires, notamment par rapport à Serge Gainsbourg. Bref, ça devenait n'importe quoi, et suite à cette dernière expérience, Bébé comprend qu'il est grand temps pour elle de passer à autre chose.
Elle décide alors que son tout dernier long métrage sera Colino Trousse Chemise, film complètement débile s'il en est, genre vraiment c'est du jamais vu, mais qui pour son ultime plan nous montre une Bardot donnant sa liberté à un oiseau, symbolisant le départ de l'actrice vers une nouvelle destinée. À compter de ce jour, après l'année 1973, elle refusera tout contrat de film, et ce malgré des propositions mirobolantes, et mettra toute sa notoriété et sa fortune au service de la lutte pour la protection animale. Et c'est comme ça qu'elle créera en 1986 la fondation Brigitte Bardot, qui fait encore partie aujourd'hui des organisations majeures dans le domaine, du moins c'est ce qu'ils disent, venant en aide à plusieurs centaines de chats, chiens et animaux sauvages chaque année. Une nouvelle génération d'actrices viendra alors prendre sa place dès l'année suivante, parmi lesquelles Maria Schneider ou Sylvia Christel, et quand on voit le triste parcours qui les attendait, on ne peut que valider la décision de Bébé de s'éloigner de ce milieu, ce qui lui a permis de vivre très longtemps en s'adonnant à sa véritable passion. Et là, ça y est, c'est enfin le moment où on va pouvoir être un peu plus positif et optimiste dans cette vidéo. Parce que si on a pu voir à quel point l'industrie du cinéma pouvait être un endroit terrifiant pour la gente féminine, et encore, j'ai pas eu le temps de tout aborder, on peut tout de même se féliciter de voir que depuis quelques temps, pas mal de choses ont commencé à évoluer dans le bon sens pour protéger les actrices, même si c'est encore loin d'être suffisant. Et l'évolution la plus essentielle selon moi au final, c'est tout simplement l'augmentation du nombre de réalisatrices en France. Parce qu'on a beau mettre toutes les mesures du monde en place, ce sera difficile de vraiment changer ce milieu en profondeur tant qu'il continuera d'être très largement dominé par des hommes. Et si à l'époque les réalisatrices se comptaient sur les doigts d'une main, en 2021 on a carrément eu plus de femmes que d'hommes dans la réalisation de premiers longs métrages en France. Bon, depuis ce chiffre est retombé à 30%, donc c'est pas une bataille qui est gagnée, mais ça permet tout de même aux jeunes comédiennes de ne plus être employées uniquement au service de points de vue masculins. On peut par exemple penser à Adèle Exarchopoulos, qui avait été très sexualisée dans ses débuts, un peu à la manière de Bardot, mais qui a pu ensuite complètement sortir de ça, notamment en tournant avec d'autres femmes, ce qui lui a d'ailleurs valu d'obtenir le César de la meilleure actrice. Alors, je dis pas que tout ce que font les femmes c'est bien et que tout ce que font les hommes c'est nul, hein, c'est pas mon propos. J'aurais pu aussi citer des contre-exemples comme la réalisatrice Catherine Breillat, qui sur son film Romance nous a refait un dernier tango à Paris en ne prévenant pas son actrice principale que les scènes de sexe devaient être non simulées. En plus, on parle de scènes avec Rocco Siffredi, donc vraiment le truc où il vaut mieux être au courant. Mais voilà, là-dessus, on peut aussi quand même se réjouir que des garde-fous se soient doucement mis en place, comme par exemple les coordinatrices d'intimité dont on a parlé tout à l'heure. Pareil concernant la presse, on peut considérer que pas mal de choses ont plutôt évolué dans le bon sens. Déjà, la mode des paparazzis s'est quand même pas mal calmée, vu qu'avec les réseaux sociaux, les stars se filment toute la journée sans qu'on ait rien besoin de leur demander, ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas plein d'autres problèmes à la place, mais on a dit qu'on se concentrait sur le positif. Et pour les tribunaux médiatiques portés sur les mœurs des actrices, comme avait pu le vivre Bardot, la peur a doucement commencé à changer de camp suite au mouvement MeToo. Les tribunaux médiatiques commencent désormais tranquillement à se tourner plutôt vers les agresseurs sexuels, et même s'il y en a à qui ça plaît pas du tout, faut quand même reconnaître que c'est un peu plus cohérent. Et si ce long chemin a été possible, c'est grâce à toutes ces femmes qui, malgré elles, ont payé de leur vie l'avancement de ces causes, ont souffert au grand jour pour mettre la lumière sur celles qui souffraient en silence, et c'est sans aucun doute de ces carrières-là dont on devra vraiment prendre soin de toujours se souvenir. Si je pouvais servir à ce que ça ne se reproduise plus pour personne, je serais contente que ça me soit arrivé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. C'est une vidéo qui a été assez compliquée à faire parce que Brigitte Bardot, c'est un personnage assez complexe justement. Hein. C'est quelqu'un qui a à la fois représenté une certaine forme de progrès à un moment donné et qui, d'un autre côté, à partir d'un autre moment de sa carrière, est devenu quelqu'un d'extrêmement rétrograde. Hein. J'ai lu son bouquin pour préparer cette vidéo et c'est extrêmement grave ce qu'on y trouve en termes de racisme, homophobie, enfin, etc. Voilà. Mais bon, voilà, moi j'ai choisi de me concentrer sur la partie un peu plus positive, et j'ai bien fait, hein, parce que vu que mon carnet semble s'être transformé en Death Note, ça m'a évité de dire du mal de quelqu'un de décédé. Donc n'hésitez pas à me dire sur qui vous voulez que je fasse la prochaine vidéo. Je plaisante. Enfin, vous pouvez vraiment me dire sur qui vous voulez que je fasse la prochaine vidéo, en espérant qu'il se porte bien. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, la MIF.